Alors, je suis accompagné de Carole Girard, qui est le chef des pompiers et en même temps l'opérateur principal pour les mesures d'urgence. Alors, la raison pour laquelle on vous a demandé de venir nous rencontrer, c'est que le rapport final a été produit concernant la fermeture du pont cet hiver au mois de décembre. Alors, je vous résume un peu la situation. Le 9 décembre dernier, on a reçu un appel, nous, il était près de minuit, pour nous dire qu'il y avait un incendie. Évidemment, nos camions d'incendie se sont présentés. Alors, on a effectué les mesures normales et on a mis en place un centre de coordination qui a été ouvert à 4h15 le matin. Alors, à 4h15 dans la nuit, le centre de coordination a été ouvert. Et comme vous le savez, l'opération a duré jusqu'au 24 de décembre. Alors, du 9 au 24 de décembre, il y a eu donc une opération sur le pont du Buc que je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous êtes au courant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a ouvert le centre de coordination. Ça, c'est dans l'ancien poste de police qui est près du centre Georges Vézina. Alors, vous savez, à cet endroit-là, tout l'équipement est prêt pour ce genre d'opération-là, en cas d'urgence. Tout est prêt, les téléphones, tout est prêt. Alors, on a ouvert ça sur le boulevard Université et on a ouvert, comme le prévoit notre plan, également un centre d'opération sur le site. Et il y a une communication constante, là, il y a des caméras, des téléphones portables sur le site et ça s'est fait à Chicoutimi-Nord, l'autre côté du pont. Alors, des fois, c'est dans un camion, des fois, c'est dans une bâtisse. Alors, on a ouvert ça tout de suite pour être informés en temps réel et les gens qui étaient au centre de coordination, on avait l'information. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il beaucoup d'autos qui arrivent? Est-ce que le feu semble parfaitement éteint? La circulation, comment ça se fait? Alors ça, donc, on avait donc 2 centres. Et c'est normal, ça va toujours être comme ça. Il arrive un accident, n'importe où dans la ville. Il y a un centre sur place et il y a le centre de coordination qui est dans l'ancien poste de police, qui est aujourd'hui le centre pour les pompiers. Alors, il y a évidemment des organismes qui nous accompagnent. Il y avait le ministère du Transport. Le ministère du Transport qui, lui, doit normalement nous donner toute l'information sur la mise sur l'état du pont. Alors, parce que ce n'est pas nous qui établissons si le pont est en bon état ou pas, c'est lui. Comment ça se passe? Puis en temps réel, là, à quel moment vous pensez que ça va ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? On a la Direction régionale de la sécurité civile, l'Agence de la santé et des services sociaux, parce que les ambulances, l'hôpital, tout ça, ça cause un problème. Il y a même des infirmiers qui doivent se présenter tout de suite. Ils ne peuvent pas traverser. Il faut qu'il y ait un nouveau chiffre le matin. Il faut que ça soit réorganisé. J'avais une bouteille d'eau qui était là. Il y a quelqu'un qui est venu en chercher? Ah. Après ça, excusez-moi. Après ça est arrivé, merci, la Défense nationale, évidemment, qui a collaboré également aux travaux. Ce que vous devez savoir, parce que ça n'arrive pas tous les jours, c'est que dans un sinistre, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas personne d'autre que la ville qui est responsable. Et la ville, quand je dis responsable, responsable de la gestion, pas responsable du dommage, responsable de la gestion du risque. Donc, la ville, c'est elle qui gère tout ça. Le maire, le coordonnateur, on a des pouvoirs. On pourrait même là, aller jusqu'à dire à l'armée, allez-vous-en chez vous, au gouvernement, allez-vous-en chez vous. La loi est faite comme ça. Alors, j'ai subi une formation assez longue là-dedans là, pour vous dire qu'effectivement, la loi est faite comme ça. Donc, et puis c'est un peu normal. Une des raisons pour lesquelles ils font ça, c'est qu'on est sur place. Hein. Arrive un avion qui tombe. Bien, à partir de Québec, avant qu'ils réagissent, ça peut prendre 2 heures, c'est normal. On est à Québec, puis l'avion tombe. C'est les autorités locales, et on le demeure là, tout le temps. On appelle ça les autorités locales qui gèrent toute l'opération. Donc, vous avez constaté à ce moment-là, je vais vous en parler après, vous avoir parlé des dépenses, là, qu'on a le ministère des Transports, et qu'on a la ville. On est habitués, nous, dans notre conception des choses, hein, comme si je vous le demandais, de savoir que le ministère des Transports, normalement, est au-dessus de la ville, mais pas dans une crise. Dans une crise, et c'est la loi qui a été faite comme ça, mais ces lois-là, ça se répète partout aux États-Unis, dans toutes les provinces du Canada, c'est partout pareil. Et pendant toute l'opération, c'est la ville qui
et maître d'œuvre. Je me rappelle quand il y avait eu le verglas à Montréal, il y avait un maire qui ne connaissait rien, qui n'avait pas suivi de formation, puis il y a eu de graves reproches après parce qu'on lui a dit, écoute, tu n'as pas fait ta job, mais lui, il ne savait pas. Donc, c'est important. Maintenant, on va vous passer tantôt, ou à la fin, là, quand ça va être terminé, combien ça a coûté, tout ça, puis où se situent les dépenses. Alors, les dépenses totales, c'est 574 000 $. Là, il faut bien comprendre, ça a coûté peut-être plus cher que ça, mais ça, ce sont les dépenses réclamables. Parce que si on regardait vraiment ce que ça coûte, là, effectivement, sauf qu'on ne veut pas... Il y a des choses qui ne sont pas réclamables. Il y a des règles à suivre dans ça. Et aussi, logiquement, c'est en tout équilibre, il faut demander au ministère des Transports, qui est responsable du dommage parce que ça s'est produit sur son pont, de nous rembourser ce qu'il doit nous rembourser et pas d'autre chose. Donc ici, avec la facture qu'on a faite, ça a pris un certain temps parce que ça a été épluché, là, facture par facture, pour s'assurer qu'on était vraiment dans le mille. Alors, 574 000 $. La moitié de cet argent-là, c'est la société de transport. Le reste, les polices, les incendies, les travaux publics, les immeubles, les équipements, il y a eu toutes sortes de dépenses. Mais la moitié, ce sont des frais de transport. Maintenant, dans la feuille que le dossier qu'on va vous donner, parce que c'est un rapport complet qu'on vous donne, ce n'est pas un résumé, là, vous allez l'avoir au complet, vous avez tous les gestes qu'on a posés, là, ça va tout être détaillé, tout ce qui s'est fait pendant cette opération-là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites pendant ces 2 ou 3 semaines-là. À la suite du rapport, on a des recommandations à faire. Parce qu'un sinistre, c'est bien beau. Je pense que ça a baigné dans l'huile. Je pense que ça a bien été. Mais après, il faut faire, on appelle ça en langage populaire, un débriefing. C'est-à-dire que tu fais le tour du dossier, puis on s'assoit, puis on l'a bien analysé. On va voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on va en avoir encore des sinistres. Ça va être d'autres choses, mais... Comment on peut s'améliorer toujours? Parce que, vous le savez, on a eu des prix à au moins 2 reprises, là, Ville de Saguenay, pour la gestion des risques. Puis je pense que la population était d'accord là, pour dire que ça a été une opération presque parfaite, tout ce qu'on a fait lors de la fermeture du pont. Mais justement, là, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut dire, écoute, il faut, encore une fois, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait. Et puis, effectivement, je vais vous en parler un petit peu. Puis, le directeur de l'opération qui est avec moi, si vous avez des questions plus pointues, pourra vous en donner. Alors, on a analysé là, ce qui peut être amélioré. Alors, la Ville, là, on a un plan qui a été entériné en 2011. Hein, ce plan-là, on en avait un avant, là, mais en 2011, il a été rafraîchi puis il a été entériné. Alors, c'est le plan municipal de la gestion des risques en cas de sinistre. On décrit tout dans ça. Tout est bien décrit, c'est toujours mis à jour. Il ne date pas de 2011. Il date de 2011, mais il est quotidiennement remis à jour. Alors, l'élément essentiel, hein, ça s'est répété à toutes les formations qu'on a, l'élément essentiel de la gestion d'un risque, c'est la diffusion d'informations. Et ce n'est pas seulement la diffusion d'informations aux journalistes et aux citoyens. Oui, ça aussi, ça en fait partie. Mais c'est aussi la diffusion d'informations à l'équipe qui coordonne. C'est là qu'on a un problème. Là. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que je pense que la diffusion aux citoyens a été bien faite, la diffusion aux journalistes aussi. Mais la diffusion à l'équipe, parce que l'équipe, lui, après ça, dit, bon, mais moi, comment ça a marché? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, donc, la Ville, on appelle ça un maître d'œuvre en langage légal, là, un maître d'œuvre. Alors, c'est elle qui est la première à intervenir et elle a souvent besoin de l'aide du gouvernement qui devient complémentaire. OK? Alors, qu'est-ce qu'on recommande? Quelles sont les recommandations? Puis ça, on envoie ça au gouvernement, là, au ministre, on envoie ça au gouvernement. Quelles sont les recommandations qu'on fait? Première, il y a 3 recommandations qu'on fait. Premièrement, que le gouvernement émette une directive claire pour qu'on nous communique en tout temps les informations en temps réel, tout de suite. Parce que je vais vous dire, ça a été difficile, cette crise-là,
pour ce point de vue-là. C'est que les informations étaient transmises lors de conférences de presse, mais les informations étaient connues, des fois depuis 6 heures, des fois depuis 24 heures. Et nous, on ne le savait pas. Puis ça, là, le temps, ça peut sauver des vies dans des cas semblables. Ce n'est pas le temps de jouer c'est pas un jeu politique, là. C'est de dire, écoute, si par exemple on sait que le pont va ouvrir dans 24 heures, on dirige toutes nos opérations en conséquence. Mais si on ne le sait pas, on se prévoit toujours au pire. Vous le savez, là, on avait prévu le pire. On était rendu au 9 janvier. Alors qu'on sait qu'il y a des informations qu'on aurait pu avoir beaucoup plus tôt. Mais il était communiqué seulement en conférence de presse. Peut-être qu'on avait peur qu'on les diffuse au public avant, et ça aurait probablement été le cas. Parce que nous, dès qu'on a une information, on la diffuse. Puis là, bien, vous connaissez ça, les journalistes, un petit peu, là, comment ça marche. Là. Bon, eux autres, il y en a il y a eu plusieurs conférences de presse. Mais ça, là, on voudrait, nous, que le gouvernement émette une directive claire à tous les ministères, pas seulement au ministère du Transport, que toute information doit être communiquée en temps réel aussitôt. D'ailleurs, on devrait même avoir une personne de la ville qui est assise là, puis qui, elle, téléphone sur le cellulaire tout de suite, puis dire, écoutez, voici la dernière information qu'on a. Je tiens à vous dire qu'il y a de l'information qu'on a eue en retard. Ça a été démontré. Puis ça a été agaçant. Et aussi informer régulièrement le coordonnateur, qui était M. Carole Girard, pour que lui, il avertisse les différents postes de commandement. C'est pas le temps de jouer à la cachette, là. Ensuite, la troisième recommandation, c'est de créer un comité ad hoc tout de suite pour relier l'utilisation, c'est-à-dire un comité qui va être relié à l'utilisation du pont partiel ou permanent du pont du Buc. Parce qu'il peut se produire toutes sortes de choses sur le pont du Buc et normalement, c'est pas à la Ville à faire ça parce que c'est une infrastructure du ministère. Un petit peu comme Rio Tinto. Rio Tinto, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais c'est leur responsabilité. Est-ce qu'ils ont tout prévu? Ils ont sans doute prévu ça, là, parce que je n'ai pas de reproche à faire à Rio Tinto. S'il arrivait une explosion, s'il arrivait un shutdown sur l'électricité, s'il arrivait quoi que ce soit, eux autres, sans doute que Rio Tinto a tout prévu ça. Ce n'est pas à la Ville à se présenter chez Rio Tinto aujourd'hui, là, alors qu'il n'y a rien, puis dire, voici, nous autres, on veut savoir qu'est-ce qui arrive s'il y a un shutdown, s'il y a une explosion, s'il arrive ici. Non, c'est pas nous autres, c'est à eux autres à faire le job. Même chose pour le ministère des Transports. Sur leurs infrastructures, on leur recommande là, de tout de suite créer un comité ad hoc avec la Ville. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'on a déjà commencé à le faire. On ne perd pas de temps, là. On a déjà commencé à le faire. Sur l'utilisation partielle ou complète du pont du Buc et d'y insérer le plan municipal de la gestion des risques. Hein, parce que le pont, c'est fondamental. Puis, il est essentiel aussi. Dans ça, là, il va être bien indiqué qu'il est essentiel que le ministère des Transports informe la Ville de tous les travaux. Comme nous autres, si on avait su qu'il y avait une cage de bois en dessous, qu'il y avait, pendant la nuit, qu'il y avait une chaufferette aussi puissante, tout ça, bien là, on aurait pu se parler et dire ça prend un surveillant ou des choses comme ça. Alors ça, c'est important que le ministère le fasse. C'est pas... je ne veux pas que vous pensiez là, que c'est la fin du monde, là, mais il faut se servir de ça comme leçon. On est chanceux, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu, mais il faut s'en servir pour dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui aurait mieux fonctionné. Alors, ça, c'est la troisième recommandation et on tient à ce que ça soit fait rapidement. On a commencé, et c'est Carole, M. Girard, qui va être le directeur de ce comité-là. Alors, ça, c'est le rapport. Je demanderai à M. Benford de vous en distribuer une copie. Si vous avez des questions concernant le rapport, là, ça me fait plaisir d'y répondre. Oui. Concernant les montants, si je retourne pendant les événements, vous sembliez dire que ça allait coûter pas mal plus cher que ça. Là. Oui. Je me souviens de vos déclarations. Oui, c'est vrai. Ça coûtait des millions, puis là, on est à 528 000. Bien, je pensais que ça durerait beaucoup plus longtemps. Ça a été une surprise pour tout le monde, le 24 janvier. Le 24 décembre, hein, il semblerait que la compagnie Proco Métal a fait un travail très rapide, très bonne, mais c'était supposé durer très longtemps. Alors, je voyais des millions de dollars, alors ça finissait plus. Et aussi, on a coupé beaucoup d'affaires qui doivent être payées par la Ville. Alors, dans le 574 000, ça doit être payé par la Ville. On pense que, c'est-à-dire 574 000 par le ministère, mais il y a des choses qu'on n'a pas mis. Là, si vous incluez ce que la Ville a dû payer, là, ça revient à combien les deux ensemble? On n'a pas comme tel, parce que c'est des frais.
On enlevait ça, on disait ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport. On n'avait même pas besoin d'en faire le total parce que ça n'a pas de rapport. Ah, mais c'est pas on va parler du rapport. Là. On ne commencera pas là, à voir ce qu'on ne facture pas. Ce qu'on ne facture pas, là, oubliez ça, on ne le facture pas parce que c'est des dépenses courantes de la Ville. Mais pourquoi, M. le maire, en février, vous disiez 625 000, ça avait fait la une là, du Journal de Québec? Parce qu'on est en précision, 574. On précise de plus en plus. Ça a commencé à 625, mais ça a fini à 574. Dans vos recommandations, M. le maire, est-ce que vous reprochez en fait au gouvernement, au ministère des Transports, de vous avoir fait des cachettes pendant... Absolument. Il n'y a pas eu de... le coordonnateur peut vous en parler peut-être de plus en détail. Bien, dans le fond, le problème, c'est lorsqu'on, effectivement, comme M. le maire le disait, lorsqu'on est maître d'œuvre d'un plan de gestion de risque dans une municipalité, bien, je pense qu'à cet égard-là, on se doit d'être informé en temps réel. On se doit d'être des partenaires importants dans la gestion de cette crise-là. Il faut que les municipalités soient considérées comme, effectivement, des vrais partenaires. Il faut que les municipalités soient des extensions du gouvernement du Québec dans ce genre de choses-là. Donc, oui, le ministère des Transports a fait un excellent travail au niveau de la gestion du pont, au niveau de la réparation avec Procométal. Ça a été un travail exceptionnel qu'ils ont fait, là. Sauf que nous, comme M. le maire disait, il faut prévoir le pire. Il faut dire, oui, comme M. le maire disait, ça va coûter plus cher que ça. C'est sûr que quand on ne sait pas à l'avance si ça va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, bien, il faut prévoir le pire. Puis là, on voit effectivement les coûts arriver avec ça. Donc, le plan de mise en œuvre au niveau de la réparation du pont, au niveau en temps réel, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait demain, nous autres, ça nous permet de savoir, effectivement, à la journée près, lorsqu'on met en place des différents systèmes, différentes mesures pour compenser, effectivement, la fermeture du pont, bien, est-ce qu'on y va à court terme, à moyen terme, à long terme, est-ce qu'on a besoin de plus de ressources? Il faut être un partenaire. Et il faut nous considérer que si on reçoit des informations, peu importe l'usage qu'ils veulent en faire, ben, on est capable de dire, ben, on ne diffusera pas d'informations ou autre. C'est pas le temps de faire de la politique, on est en train de gérer une crise. On est là pour servir les citoyens, on est là pour faire en sorte que les citoyens ne subissent pas de préjudice. Donc, le reste, moi, personnellement, comme fonctionnaire, ça ne m'appartient pas. Mais j'ai l'obligation, par contre, comme fonctionnaire, de dire, s'il y a des choses qui fonctionnent mal, je dois me réviser, je dois actualiser mes processus, je dois me critiquer, je dois questionner le système, ce qui est tout à fait normal. Si je ne le fais pas, ben, je ne fais pas le travail que je devrais faire. Mais M. Gaudreault s'est défendu pendant la crise de vous venir informer. Bien, c'est de la perception. Moi, personnellement, jusqu'à la dernière minute, il fallait tout le temps que j'aille aux informations. Une chance que j'ai eu la collaboration du directeur régional de la Sécurité civile pour faire en sorte d'avoir mon agent de liaison avec le gouvernement du Québec et le ministère des Transports pour avoir les informations que je voulais avoir. Dans le fond, ce qui était important de savoir pour la Ville, c'est le plan de mise en œuvre. Ils en sont rendus où à la journée près, à l'heure près? Nous, notre centre des opérations était en opération 24 heures par jour. Donc, il y a eu des moments où, effectivement, on était en attente d'informations, où il n'y a rien qui se passait, il n'y a rien qui bougeait, parce qu'on n'avait pas les informations en temps réel. On ne dit pas que le ministère des Transports n'a pas fait son travail, il n'a mal fait son travail, mais il y a un aspect important en gestion de crise qui est de la communication. Que ce soit avec le ministère des Transports ou un autre organisme, il arriverait quelque chose dans un autre domaine. Bien, il faut absolument que les municipalités soient des partenaires et des vrais partenaires. Là. Pas seulement dire on va vous donner l'information si on juge à propos de la donner, on va vous donner les informations qu'on veut bien vous donner. Il faut que ça soit vraiment là, transparent là, des deux côtés, parce que effectivement, c'est la municipalité qui prend les actions, c'est la municipalité qui amène les ressources, qui met les effectifs en place pour pouvoir agir. Donc, à ce moment-là, ça nous prend les informations. Mais vous, M. Girard, vous n'étiez pas sur le comité, justement? Vous n'étiez pas la personne ressource de la Ville qui faisait partie du comité d'information? Au niveau de la gestion... Le MTQ qui était dans la cellule de crise, il était avec vous. Comment vous faisiez pour travailler? Les gens du MTQ qui faisaient partie de la cellule de crise, c'était des gens au niveau de terrain, au niveau du réseau routier, au niveau de la circulation, au niveau de l'entretien du pont. Mais pour ce qui est de la gestion de crise qu'ils avaient, eux, pour la réparation du pont, avec Procométal, etc., on n'était pas là, on n'était pas participatif à ça. On n'avait pas personne sur place avec eux pour savoir qu'est-ce qui se passait. On recevait les informations lorsqu'ils voulaient bien nous les donner. Mais on ne participait pas à ça. La perception qu'on a eue, c'est qu'eux aussi avaient l'air d'apprendre les informations un peu au compte-gouttes. Même le monsieur de Proco n'avait pas l'air de connaître trop la situation. C'est assez rare, un feu sous un pont. Bien, c'est pas cette situation-là. C'est que Procométal, eux, étaient le maître d'œuvre de la réparation. Eux savaient quel plan. Le ministère des Transports a produit des plans pour dire voici qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer le pont. À partir de ce moment-là, c'est eux qui se sont appropriés le travail à faire. Ils savaient, eux, c'est des professionnels, Procométal, c'est pas une petite compagnie, c'est des professionnels, et ils savaient effectivement le plan
plan d'action à prendre. Là. Ils savaient qu'aujourd'hui, on allait faire telle chose, puis le lendemain et le surlendemain aussi. Là. Est-ce que vous avez fait une demande pour être sur le comité à ce moment-là ou d'être plus proche d'avoir des... La demande a toujours été faite au niveau des directions régionales du ministère des Transports, d'avoir toutes les informations. Donc, c'était à eux à faire en sorte de nous inviter, même dans les premières heures, au niveau du poste de commandement mobile qui était sur place. Mon agent de liaison qui était sur place pour voir, aller chercher des informations au niveau des gens du ministère des Transports, etc. Tout de suite, là, l'information a été difficile à avoir. Alors, quand oui. on regarde parce qu'on a même eu un listing de courriels échangés, quand on regarde l'arrivée des plans chez Proco, la réponse de Proco par rapport aux travaux, par les heures de courriel, ça ment pas. À 4 heures du matin, un courriel, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. L'heure de réponse, les conférences de presse, on constate que tout se passait, ça se passait entre Québec et Proco Métal, le travail des fonctionnaires, mais on constate qu'effectivement, il n'y a pas eu 8 heures de délai. Là. Quand on a tout fait l'exercice de tout placer ça en fonction des conférences de presse, on l'a fait nous autres. Puis c'est 1 heure, des fois, c'est même pas 30 minutes de délai là, entre quand Proco informe les fonctionnaires qui peuvent le faire, ça c'est correct. Puis c'est ce qu'on peut voir là, dans les échanges de courriel. De notre côté, là, parce qu'on l'a fait l'exercice pour voir si c'était le cas, qu'il y avait beaucoup des 6-10 heures de différence ou même 5 heures. Puis on n'a pas trouvé de délai. Entre ce que les fonctionnaires prenaient à Québec et ce que Proco répondait par rapport à sa capacité de faire des réparations. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y avait des décisions de prise, lorsqu'il y avait des informations à donner, on les avait lorsque vous décidiez de donner des informations. Mais entre ce que vous me dites, il y avait des travaux qui se faisaient. Ces gens-là travaillaient au ministère des Transports à Québec, puis pour Proco Métal, ces gens-là se parlaient à leur près. Donc, si on n'est pas participatif, on n'est pas là, on n'est pas présent avec eux, on ne peut pas savoir à leur près. Moi, les informations que ça me les prend, là, c'est à leur près. Ça ne me prend pas ça dans la demi-journée, ça ne me prend pas ça le soir, ça ne me prend pas ça le surlendemain, ça ne me prend pas ça 8 heures après. Ça me prend l'information immédiatement. Donc, à partir de ce moment-là, si on ne fait pas partie de leur processus de prise de décision ou de gestion de la réparation du pont, bien, c'est sûr et certain que les informations ne rentrent pas en temps réel. Et c'est en temps réel qu'il faut avoir l'information. Pour revenir sur les recommandations, là, vous dites que vous avez déjà commencé pour ce qui est du comité sur l'utilisation. Oui, on commence à penser à ça. Oui. Ça va nous prendre tout ce monde-là avec nous autres, là. Puis on va travailler pour que ça se mette en place pour le pont, là. Il peut arriver d'autres choses. Ça ne sera pas un feu, probablement, la prochaine fois. Mais, oui. Qu'est-ce que vous voulez prévoir en cas de fermeture partielle ou même complète? Qu'est-ce qui arrive étant donné qu'on a... C'est ça. C'est une question de culture en gestion des risques. Il faut que ce soit le pont du Buc ou autre chose. Il faut faire en sorte que les partenaires comprennent que lorsqu'ils font un procédé, lorsqu'ils font des travaux, lorsqu'ils font des réparations, et lorsque ces infrastructures-là sont importantes et sont vitales pour une ville, il faut faire en sorte qu'il y ait une communication entre l'autorité locale et les maîtres d'œuvre de ces travaux-là, que ce soit le pont ou autre, là, pour faire en sorte que nous, est-ce qu'on pourrait voir effectivement qu'il pourrait y avoir un problème. Puis s'il y a un problème, l'objectif, c'est atténuer le problème puis faire en sorte effectivement que l'incident ne survient pas. Parce que c'est sûr et certain que si on met tout en œuvre, il faut travailler en prévention. Puis si jamais il arrive un problème, il faut prévoir le meilleur plan d'action possible aussi pour faire en sorte que s'il y a un incendie ou autre chose, que l'événement ne s'aggrave pas, pour faire en sorte que la durée de la crise soit la moins longue possible. Puis l'objectif, c'est toujours de revenir à un rétablissement puis que les citoyens reprennent une vie normale le plus rapidement possible. Donc, il faut travailler en prévention. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est l'objectif de la sécurité civile, c'est l'objectif de la gestion des risques. C'est effectivement, c'est identifier les risques, mais pour les identifier, il faut les savoir. Puis ça prend de la communication. Il faut que ceux qui sont des générateurs de risques disent à l'autorité locale, bien, voici quel risque il pourrait y avoir parce qu'on est en train de faire telle chose. Mais à ce moment-là, nous, on met un regard, un œil dessus en termes de gestionnaire de risques pour pouvoir effectivement éviter le pire. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir effectivement là, à faire plein de trucs sur le territoire et faire ça d'éviter des événements comme ça. C'est vraiment une question de culture. Monsieur le maire, maintenant qu'on a fait le tour du rapport, parce qu'on n'est pas sorti, parce que vous dites, avez-vous hâte de voir la stratégie du pont du Buc qu'on nous a parlé pendant le sinistre? On nous avait parlé avant. Elle était supposée de sortir avant, mais l'affaire du pont l'a retardé. Pas sûr que l'affaire du pont l'a retardé. C'est qu'il est supposé y avoir il n'est pas supposé. Il va y avoir des travaux là, pour les approches, tout ça, ça va être transformé. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on nous le promet,
mais c'est pas commencé encore. C'est certain que tout le monde reconnaît que ça prend des travaux importants des deux côtés du pont. Et ça ne commence jamais. Puis ça, c'est une opération préalable à un deuxième pont. Avant de parler d'un deuxième pont, il faut refaire celui-là. Alors, les entrées, tant du côté sud que du côté nord, doivent être refaites. On attend ça avec impatience, mais on n'entend pas parler souvent. Je vous remercie beaucoup.